c'est Rosalis et Morgane. Et aujourd'hui on vous parle de My Hero Academia. Allons-y. Alors d'abord je vais vous donner mon avis en tant qu'œil neuf qui a découvert par l'animé. Et ensuite il y aura le regard expert de Morgane qui lui a commencé par lire le manga puis a regardé l'animé. Et comme d'habitude c'est Morgane Culture, donc il y aura plein d'infos, des choses qu'on ne peut pas savoir juste en regardant l'animé. Alors c'est parti. D'abord mon avis. Au début j'avais pas envie de m'y mettre et Morgane très gentiment m'a conseillé à persévérer en me disant allez mais c'est un truc pour toi parce que tu te rends bien compte que au Japon en librairie c'était tout le temps mis en avant, c'est THE manga du Jump et maintenant que c'est adapté en animé, allez on y va. Donc j'ai laissé passer la saison 1 parce que l'épisode 1 et 2 ça m'a un peu refroidi. J'avais l'impression que ça allait être juste une histoire de super-héros avec des monstres visqueux et qui allaient faire bah, je vais te faire souffrir à mort. Et très vite est arrivée la saison 2 et là oh comment ça se fait. Bon bah finalement c'est une série qui a l'air plutôt rapide et courte et pas à rallonge, on met plein de fillers. Ok bon bah je vais redonner sa chance. Et là j'étais carrément surprise parce que je m'attendais à cette histoire de un jeune garçon qui par la force de la volonté peut-être arriverait à devenir fort et à acquérir un super pouvoir juste bête et méchant et éventuellement il y aurait d'autres héros. Pas du tout. Là où ça fait un gros tilt pour moi c'est là où on en est actuellement lorsqu'on tourne cette vidéo, c'est épisode 10 de la saison 2 où Midoriya est vraiment Todoroki-kun, tu te rends pas compte, tu dois assumer toutes tes parts de pouvoir parce que ça fait partie de toi. Peu importe ton rapport avec ton père, avec ta mère, peu importe les méandres, ça fait partie de toi, tu peux t'en servir pour faire le bien alors qu'il y a une compétition en cours, alors qu'il y a gros qui se joue pour le héros. Il se dit non, je vais aider un ami à se révéler à lui-même. Mais c'est à milieu de ce que j'imaginais, c'est à milieu d'un truc juste bête et méchant, bourrin. Bon allez, on va tuer un méchant et en fait il va y avoir une ligue de méchants et puis après il y aura des super méchants et voilà. C'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus profond et pour autant, c'est pas profond, lourd. Parce que justement, ce personnage de Todoroki-kun, qui a une face brûlée, une face rouge, et puis une face normale qui est son côté glace, donc c'est feu et glace, potentiellement, il est super torturé, c'est le gars traumatisé depuis l'enfance, un père qui bat sa mère, qui le force à suivre le destin que lui a décidé, voilà, potentiellement, c'est super relou, quoi. Mais non, c'est traité avec un côté super épique, épanouissement personnel. Super bonne surprise. Du coup, j'ai zappé complètement le pitch et tout ça, mais bon, juste pour vous dire, donc le héros, Midoriya, au départ, ça commence, on est dans le monde réel, mais apparemment en Chine, un bébé est né avec un alter, et donc il a un super pouvoir, et peu à peu dans le monde, tout le monde a des super pouvoirs, sauf Midoriya, qui est un Mukose, un garçon sans alter. Alors qu'il rêve depuis toujours d'être genre Captain America, Superman, voilà, d'être comme All Might, qui est le gars baraqué qui sourit tout le temps, qui vient sauver les gens en faisant oh je suis super fort. En gros, je suis un super-héros américain de comics, quoi. Du coup, ce héros qui est un gros nerd, il se met à étudier à fond, hyper passionné, hyper otaku. Tu te dis, bon bah tu vas suivre l'évolution de ce gars jusqu'à devenir super-héros. Il était victime d'Ijime, il est persécuté parce qu'il n'a pas de pouvoir. Et il y a une certaine légèreté dans la gravité. Et là où je trouve qu'il y a eu un point intelligent, c'est qu'il y a un super vilain qui est intervenu alors qu'on allait commencer une vie lycéenne assez classique, fanservice et tout. En fait, ce super vilain, il a plein de mains partout, il a l'air torturé, on sait pas quel âge il a, et on sait pas trop d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a en tête, mais il vient combattre, faire un gros coup d'état presque, parce qu'il trouve que ce monde est injuste. Cette espèce d'ordre de la justice qui fait que si tu es né avec un bon alter et que tu fais partie de l'élite, voilà, tu vas être un héros, et tous les rebuts de la société, ils vont être considérés comme des vilains, il va falloir les persécuter, les enfermer. Qu'est-ce qui fait que c'est une véritable justice, puisque c'est imposé par la force? Qu'est-ce qui fait que finalement cette espèce d'ordre établi est vraiment bon? Et je trouve que cette réflexion est super juste. Et j'espère qu'on ira plus loin, parce que ça a été balayé par All Might d'un coup de oh, tu es doué pour mentir. Mais encore, bon, allons plus loin.
Plus loin, nous irons plus loin, justement, c'est un personnage qu'on retrouvera. Donc voilà, je trouve que ça a beaucoup de potentiel, beaucoup de bon potentiel. Contrairement à ce que j'aurais pu croire, My Hero Academia, ça ne se limite pas au côté héros et côté académie, mais il y a plus que ça. Et c'est pas non plus qu'une histoire d'amitié, je vais me sacrifier pour sauver mon ami de toujours. Non, justement, c'est ouvrir les yeux et donner les clés à l'autre pour qu'il se révèle. Ah, c'est super puissant, c'est super bien, c'est super actuel. Le fait de pas vouloir accomplir que le destin choisi par son père et tout, c'est Génération Y, Génération Z, 2017. Voilà, donc j'ai essayé de raconter les choses sans trop spoiler, sans trop déflorer l'intrigue. J'espère que c'est pas trop abstrait. De toute manière, bon, l'idée c'est de vous dire que vous pouvez découvrir l'animé, même si vous avez des a priori ou même si vous vous dites quoi que ce soit comme moi, et avoir une super bonne surprise. Si jamais vous connaissez déjà l'histoire, en fait, bah, j'espère que ce que j'ai dit vous parle. En tout cas, place maintenant à l'avis d'expert, l'avis Morgan Culture. Bon, alors moi j'avais déjà fait une vidéo 2 minutes pour un manga sur justement le manga de My Hero Academia, c'était il y a 1 an. Et je l'avais vivement conseillé au début. En fait, c'est vrai que ce manga-là, avec son influence de comics américaines, m'avait pas attiré plus que ça, parce que j'aime bien les histoires de super-héros, mais c'est pas non plus ma tasse de thé quotidienne. Du coup, j'ai mis du temps à donner sa chance à My Hero Academia, et puis en fait, dès le premier volume, j'ai bien accroché à l'histoire, et en fait, ça ne va que en s'amplifiant. Alors, il y a effectivement la première apparition des super-vilains que tu évoques au sein du lycée, qui est assez mémorable. Ensuite, il y a l'arc actuel de l'animé, qui est le tournoi du lycée, qui est un tournoi à la fois sportif et combattant, qui nous rappelle les grandes heures des meilleurs shonen. Alors là, j'ai en tête évidemment le dieu des shonen pour moi, Dragon Ball, mais aussi il y a des tournois dans beaucoup de séries comme Naruto. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN même des shonen. Et en fait, du coup, c'est un moment épique. Et là, vraiment, le mangaka le rend véritablement épique, et encore plus, c'est-à-dire que le tournoi, ça lui permet de dresser le portrait un petit peu exhaustif des différents héros qui sont des apprentis héros qui sont dans la classe de Midoriya, le personnage principal de cette série. Et puis ça lui permet aussi d'aller creuser un petit peu leur passé, leur motivation, notamment justement autour du trio de héros. Il y a donc Midoriya, il y a Ochako et puis il y a Ida. Et en fait, ces 3 personnages-là, on creuse un petit peu qu'est-ce qui fait qu'ils veulent devenir héros. Je pense que c'est quelque chose qui va leur donner véritablement de la profondeur et qui fait qu'on s'attache à eux, mais pas seulement, on s'attache aussi à ceux qui sont forts, donc on s'attache à Shoto Todoroki. D'ailleurs, c'est carrément le titre du tome 5 en fait de ce manga-là, Shoto Todoroki, les origines. Et puis, de la même manière, en fait, eh bien, Katsuki, dans le tome 7, c'est lui qui est mis en avant sur la couverture. C'est le gars vraiment excité, le bad guy de la classe. Mais en fait, peut-être qu'il est bad guy, mais il y a sans doute des raisons. Enfin bref, on creuse progressivement chacun des personnages. Bon, il y a une galerie de héros professionnels qui est aussi au fur et à mesure un petit peu étoffée, puisqu'au début, eh bien, on fait la rencontre de All Might. Mais en fait, All Might, son style vraiment de type comics américain qui est vraiment rigolo. On découvre très vite dans le tome 1 qu'il a une autre forme, sa vraie forme en fait, quand il n'a pas les muscles gonflés. C'est une forme très épurée, très angulaire, tu l'imites sacrément bien. Et moi je le trouve assez admirable dans cette forme-là. En fait, sur les jaquettes du manga, c'est assez rigolo parce qu'on voit justement les héros, quelques-uns des héros professionnels. Là, on voit Endiva, le père de Shoto. Bref, on a cette galaxie où, un petit peu comme dans Naruto, eh bien, il y a les personnages là qui sont les lycéens qui veulent devenir héros. Et puis, il y a aussi les héros qui sont en place. Un petit peu comme il y avait les ninjas qui étaient en place, Kakashi, Jiraiya et autres dans Naruto. Bref, il y a plusieurs strates comme ça. Et on sent
quelque chose qui est vraiment propre au shonen manga maintenant depuis une trentaine d'années, c'est l'évolution temporelle. C'est-à-dire que My Hero Academia, c'est l'aventure durant laquelle on va suivre comment Izuku Midoriya devient le plus grand des héros. D'ailleurs, le début de l'animé, et notamment beaucoup plus insisté au premier épisode de la saison 2, c'est vraiment de suivre comment Midoriya va devenir un héros. Donc, autrement dit, c'est quelque chose où il y a un recul temporel qui est pris, et comme tu le remarquais, en fait, la voix au moment en fait de ces mini flashbacks, enfin pas mini flashbacks, les moments d'introduction en fait des épisodes, c'est pas exactement la même voix pour Midoriya que dans le quotidien. C'est normal parce que c'est un petit peu comme How I Met Your Mother, on vous raconte quelque chose qui a eu lieu il y a quelques années. Et en fait, c'est véritablement extrêmement bien fait, épique, les personnages sont très bien campés. C'est un mangaka qui est jeune, Kohei Horikoshi. En fait, c'est sa 3e série chez Jump. Il avait une première série de 5 tomes et une deuxième série de 2 tomes. Et là, en fait, c'est une série maintenant qui fait 12 tomes au Japon, 7 en France. Le 8e est à sortir à Japan Expo durant le mois de juillet 2017. Bref, il a beau être jeune, en fait, ses dessins sont extrêmement détaillés à tel point que bien l'animé reprend tel quel souvent les plans du manga. Donc, par exemple, ici, dans le combat entre Midoriya et Shoto Todoroki, en fait, c'est des plans et des cases qui vont être reprises telles quelles dans l'animé. Ce qui montre bien en fait que justement le niveau de détail qui est donné dans le manga est amplement suffisant et sert d'inspiration à l'adaptation animée. Donc c'est très bien vu. Aussi, autre élément typique finalement des shonen de maintenant, mais là plutôt dans l'adaptation animée, vous l'avez vu, on l'a tous un petit peu regretté, la première saison, elle ne faisait que 12 épisodes, c'est-à-dire elle était très vite finie. Mais 12 épisodes pour qu'une saison 2 arrive très vite. On a attendu qu'une seule année en fait pour avoir la saison 2. Une seule année, là où pour d'autres mangas, des fois ça prend plus de temps. La bonne nouvelle, c'est que, eh bien, pour la saison 2, eh bien, ce n'est pas seulement 12 épisodes que nous avons, mais c'est 25. Donc, il va y avoir vraiment une histoire un petit peu qui va se développer. D'ailleurs, c'était un petit peu teasé à la fin de la saison 1, puisqu'à la fin de la saison 1, on voit quelqu'un, un des grands méchants, qui sera peut-être le grand méchant de la saison 2. Mais ça, ne spoilons pas plus. Mais ça fait partie des choses qui sont du coup sympas, c'est de se dire, il va y avoir un petit peu ça va un petit peu s'étaler. Puis certaines des thématiques qu'évoquait Rosalis par rapport à la première partie de la saison et de la série, en fait, elles vont avoir l'occasion d'être réévoquées durant cette saison 2 et puis dans la suite du manga, ce qui est à mon avis la preuve que l'histoire se déroule au long cours et de la même manière en fait qu'on suit la manière dont les jeunes héros de demain en fait sont formés, en fait l'apparition d'une nouvelle ligue de vilains qui est en train de se former, c'est le pendant, c'est véritablement, il y a d'une part le bien et d'autre part le mal qui sont en formation et donc qui vont s'affronter. Il y a eu un premier affrontement durant la saison 1, on peut imaginer que c'est quelque chose qui va aller crescendo au fur et à mesure. Comment en fait cette guerre entre le bien et le mal pourra être atténuée ou en tout cas comment il pourrait être mis fin. Ça va vraiment être un des défis. Et là, pour l'instant, là où on en est dans l'intrigue, c'est impossible de savoir. Alors, le manga, c'est un des mangas réguliers de prépublication dans le Shonen Jump. Mais il est également, en fait, prépublié dans le Shonen Jump américain, parce que la série marche très bien. Donc, quelques heures après la publication du Shonen Jump japonais, en fait, les fans anglophones peuvent directement lire les nouveaux chapitres de leur manga préféré, ce qui est vachement cool. Donc c'est la possibilité de le suivre en quasi simultané de manière légale dans le Jump, ce qui est dans le Jump américain, ce qui est vraiment appréciable en format numérique. Donc voilà, c'est vraiment la série à suivre pour moi. En fait, Fairy Tail touche à sa fin maintenant, on le sait, il ne reste plus que quelques chapitres avant que le manga se termine, ce qui fait que, eh bien,
forcément, un shonen manga qui se termine, l'univers, il est plus véritablement en expansion. Il est plutôt vers une convergence, vers une conclusion qui est la suite en fait de tout ce qui s'est passé durant les 10, 20, 50 tomes qui précèdent. Mais là, pour My Hero Academia, on est vraiment plutôt effectivement aux origines, à la genèse, donc à la fois dans les personnages des lycéens dotés d'altères, mais également dans les super-héros et les super-vilains, on n'en est qu'à la phase de découverte de cet univers-là. C'est ce qui fait que c'est véritablement attachant. Moi, j'aime beaucoup là suivre le manga à cette phase-là parce qu'on ne sait pas vraiment où ça va aller. Il y a toute une série de possibilités que le mangaka peut explorer et ça faisait longtemps en fait qu'on n'était pas face à ce type de manga où on est à une phase véritablement ascendante et d'expansion et c'est ce que j'apprécie vraiment. Waouh! Bah dis donc, t'avais beaucoup de choses à dire, hein. En fait, je t'ai laissé parler jusqu'au bout parce que je pensais pas que ce serait à ce point engagé, enflammé. La dernière fois qu'on a fait une chronique ensemble, pour plus jeune que moi, tu m'avais dit « c'est tout ?» Alors là, je me suis dit « il va falloir que j'ai quelque chose à partager ». Et véritablement, hein, l'animé, vraiment, moi j'avais lu le manga, mais je trouve que l'animé a un souffle à la fois dans l'animation, donc c'est Studio Bones qui est derrière l'animé, et puis dans les musiques, véritablement extrêmement bon choix de musique, tant pour les génériques en fait que pour les insert songs, et puis la musique de fond durant les combats, c'est vraiment extrêmement bien choisi. On est à 1000 lieues dans Naruto, hein. Ne pensez pas que parce que c'est un shonen manga, c'est comme l'anime de Naruto qui parfois s'étale en longueur. Ah d'accord, là je trouve que l'anime est très concentré avec à la fois sur l'animation, sur le chara design et puis sur la musique. Il y a une synergie entre les trois qui fait qu'on est face à un shonen d'excellente facture. Ouais, j'ai eu peur, je croyais que tu disais que la musique était mauvaise dans Naruto, je fais ah. Donc ouais, alors du coup je t'ai pas interrompu et en plus je découvre la plupart de ce que tu racontes et à plein de moments en fait j'ai rien dit mais en fait sinon j'aurais des trucs à dire. Mince, j'aurais dû t'interrompre sur Katsuki Bakugo Kun. En fait je trouve que justement ce qui est intéressant avec lui c'est que il permet de montrer que quand on a un alter qui arrive, quand tout d'un coup on est investi d'un grand pouvoir, vous savez dans Spider-Man c'est un grand pouvoir amène de grandes responsabilités. Mais là, au contraire, on est dans un univers où tout le monde, de toute manière, va avoir un super pouvoir. Il se trouve que lui, comme il en a un vraiment puissant, un pouvoir d'explosion, il se sent tout puissant, il se sent supérieur à tout le monde, et du coup, il prend tellement le melon qu'il se met à persécuter les autres. Surtout à persécuter Midoriya, qui n'a pas de pouvoir. Là, c'est écrase un moucheron, t'y vas joyeusement. Et c'est l'occasion de travailler sur la psychologie de ce personnage, justement, de travailler sur le fait que quelqu'un qui se sent plus fort que d'autres, comment est-ce qu'il va pouvoir revenir sur le droit chemin, comment est-ce qu'on va faire pour l'aider. Ça, je trouve ça super intéressant, justement, parce que on va apporter de la psychologie dedans et ça va pas être un shonen écervelé où on va juste combattre. Et sur ce que tu disais aussi sur la silhouette de All Might, c'est trop marrant parce que tu trouves que quand il est en forme papier mâché, tu le trouves admirable. Je trouve ça trop marrant. Moi, je trouve qu'il est trop parce rigolo. que c'est... J'aurais pas dit admirable, mais j'aurais dit drôle justement, assez fun. Mais c'est marrant de voir que justement tu trouves que sa face papier mâché est plus admirable que sa face bodybuildée. C'est marrant. C'est que c'est plus original. Autre chose que tu as dit, c'est que l'animé saison 2 va être plus long que la saison 1. Ça veut dire qu'ils ont gagné d'auditoire ou alors ils ont... Je pense que la saison 1 qui du coup a servi de test, elle a bien fonctionné. Et puis par ailleurs, en fait, sur la saison 2, le manga, il a eu le temps de avancer, effectivement. Et donc de se dire que voilà, ils peuvent faire véritablement une saison 2 de 26-25. Parce que là, en fait, ça va nous conduire, on n'en sait rien, mais on peut imaginer, quand on regarde le découpage des arcs, en fait, ça va nous conduire au milieu en fait, du tome 7. D'accord. Et sachant qu'au Japon on est au tome 12, ça leur laisse encore la marge pour faire une saison 3 de 26 l'année prochaine. Ce qui serait un petit peu le même type de rythme qu'il y a eu pour
Kuroko no Basket. Oui, justement, là-dessus, toi, tu as annoncé glorieusement que entre la saison 1 et la saison 2, il n'y a eu à attendre que 1 année. J'étais... Oh, enfin, si, rembobinez et voyez la tronche que je mets. Parce que ça fait, oh, c'était très rapide, hein, il n'y a eu que 1 année, mais c'est super long. Je veux dire, là où d'autres séries, justement, auraient pris le temps de créer des fillers et tout ça, là, tu t'attends 1 année sans l'animer. Alors après, certes, justement, on commence à s'habituer avec les séries dont tu allais parler, mais c'est pas du tout les mêmes types de mangas, quoi. Les séries de sport comme... Pourquoi c'est pas la même chose que Haikyuu ou Kuroko no Basket? Pourquoi c'est différent quand c'est une série de sport? Justement, parce que tu dis, il y a des tournois saisonniers, une fois qu'il y a la cup de printemps qui s'est terminée, c'est pas grave, tu vas retrouver celle d'hiver plus tard, ok. Tandis que là, dans une histoire comme ça, où justement c'est une quête initiatique, suivie, continue, tu te dis, mais t'as un trou de 1 an, mais au secours! Alors, ça va que justement, il y a un système d'arc avec un climax à un moment donné, et puis après, on va repartir. Mais justement, je trouve que c'est moins inné qu'un système de tournoi scolaire. Oui, c'est vrai d'une certaine manière, c'est vrai, t'as raison. Mais moi je pense que c'est un bon choix, c'est-à-dire ils auraient pu faire plein de fillers et faire les petites histoires des lycéens avec des épisodes sans grand enjeu ou des arcs de 26. Mais je trouve ça très bien qu'ils fassent pas de fillers. Alors que là, en fait, c'est très très concentré et du coup, c'est... tout le long, t'es tenu en haleine. C'était juste sur le fait que tu trouvais que c'était rapide. Le fait que d'attendre 1 an pour avoir la suite, pour toi, c'était rapide. Non, mais c'est vrai, par contre, que c'est pas rapide. on voit une évolution. Hein. On se rappelle, un épisode de Dragon Ball, c'était environ 14 pages dans le manga à l'époque. Donc il y avait pas mal de fillers, soit entre 2 épisodes, soit à l'intérieur même d'un épisode. On se souvient des aventures de Bulma avec la grenouille sur Namek. Bref, là en fait l'épisode 10 de My Hero Academia, qui est passé ce week-end au Japon, en fait c'est tout ça comme volume de pages. Donc c'est quasiment un quart du manga du tome 5 qui est passé directement. C'est-à-dire que dans le manga, forcément, dans des phases de combat, il y a des accélérations, ça va très vite, ça peut aller très vite. L'avantage, c'est qu'ils ont de la matière. Mais aussi, les temps ont changé, parce que dans Dragon Ball, c'était quand même différent. Enfin, je veux dire, il y a 20-30 ans, c'était quand même différent. La narration des mangas était plus condensée, donc c'est sûr que quand tu le mets en animation, c'est plus long. Tandis que là, c'est vrai que... j'ai pas lu le manga, mais je suppose qu'il y a des scènes d'attaque, et du coup t'as des slash, t'as des et avec pas trop de dialogue, mais du coup quelque part c'est presque un storyboard d'animation quoi. Et effectivement tu adaptes un plus gros volume de pages en animé. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu partir en longueur, par exemple, faire, je sais pas moi, plutôt que 26 épisodes, faire 52 épisodes, et puis faire un peu plus traîner en longueur les combats, à faire, là, il se passe 30 secondes, mais pendant les 30 secondes, on va se mettre à l'intérieur de la tête du gars qui, certainement, est en train d'imaginer avec sa mère, il se passe ceci, cela, Non, tu vois, ça aurait pu être encore plus long, mais là, c'est super rapide. Mais je trouve que c'est une qualité, je trouve que c'est super bien. En tout cas, moi, en ayant découvert par l'animé, je trouve que c'est super bien. Ça donne envie de lire le manga. Après, toi, tu dis que c'est exactement identique ou que ça sert de bonne base d'inspiration? Ça sert d'excellente base d'inspiration, mais c'est quasiment identique. Il y a quelques moments où la narration manga, elle est vraiment un petit peu typique. Donc, il y a des choses qu'ils font en manga qu'ils ne font pas en animé et réciproquement. Après, ce que je trouve bien dans l'animé, justement, c'est le fait qu'il y a la musique, il y a les chansons, et dans les grosses scènes de combat, parce que lui, il fait des trucs qui en jettent, quoi. T'as des énormes attaques, c'est assez spectaculaire en animation. Ça rend super bien. Oui, sur la différence entre le manga et l'animé, il y a des petits trucs marrants. Dans les épreuves d'inscription, des épreuves pour rentrer dans le lycée UA, mais dans le manga, en fait, ils ont fait une petite présentation en forme de jeu vidéo et il y avait des icônes de Mario qui étaient dedans.
Donc on voyait des Gombas, et puis on voit des icônes de Mario, là où dans l'animé, ils ont directement mis des silhouettes de robots. Et le mangaka, il doit être fan de jeux vidéo parce qu'il représente tout le temps des scènes de jeux vidéo pour expliquer voilà comment ça va se passer. C'est un geek. Alors juste pour revenir sur tous les souvenirs. La première fois qu'on a vu apparaître My Hero Academia en librairie au Japon et qu'on a vu qu'il y avait vraiment du facing, des devantures, des mises en avant très étendues, c'était quand ? 2013 de mémoire. 2013. Donc ça a tout de suite fait un gros boom. Ouais, c'était très vite mis en avant sur les étals des librairies. Et en fait, dès le tome 2, je me rappelle que du coup, ils avaient rentré le tome 1 en quantité, et puis on le voyait tout de suite. Oui, puis toi, quand tu le voyais en pré-pub dans le Jump, il était dans les il débuts était du dans magazine. ceux qui étaient mis en avant, ouais. On a tout de suite vu que ça partait bien. Ouais. Autre chose, donc l'animé saison 1 a commencé quand ? L'animé saison 1, c'était en 2016. D'accord, et là, actuellement, on est en cours de diffusion de la saison 2, qu'on est en train de suivre sur quelle plateforme ? Sur ADN, disponible de manière gratuite. À J+1, c'est ça ? Ouais. Quasiment en simulcast ? À H+1. À H+1. Ouais. À H+1, donc 1 heure après la diffusion au Japon. Ouais. Ce qui est bien, parce que du coup, tu peux vraiment suivre au fur et à mesure. Alors, j'ai vu que tu avais acheté quelque chose aux éditions Kiun. Le manga est aux éditions Kiun en France. Tu as acheté quelque chose qui s'appelle Ultra Archive. Ouais, c'est le guidebook sorti en même temps que le tome 8 en France. D'accord. Voilà, il y a une interview du mangaka, il y a une présentation des différents personnages, et puis voilà, il y a un entretien exclusif. Du coup, c'est chouette d'avoir l'occasion justement de comprendre comment ça a été créé. Il y a des esquisses en fait sur les différents personnages. Bon, il y a les caractéristiques, mais moi ce que je cherche le plus, c'est sympa pour les fans vraiment absolus de voir chacun des détails sur les personnages. C'est super cool. Moi, ce que j'aime le plus dans ce type de recueil, en fait, c'est vraiment tout ce qui est interview du mangaka, comment il a créé, etc. Et puis, il y a un one-shot inédit aussi. Quand on est fan des personnages, c'est cool. Il est court. Et puis, voir un petit peu comment il a créé justement ces personnages, quelles sont les motivations pour tel ou tel design. Pourquoi il l'a créé comme ça plutôt qu'autrement. Donc c'est sympa. Et signe des temps, en fait, il y a aussi une compilation des dessins que le mangaka il a publié sur Twitter. Donc, parce que c'est un mangaka qui est présent aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est cool. Il y a un petit bonus qui est sympa, des autocollants My Hero Academia à la fin, en fait. Voilà. C'est bien, c'est une belle édition. Je trouve que c'est un bon guide officiel sorti en France rapidement. Je pense que là, on voit la différence aussi par rapport à nos jeunes années. C'est-à-dire que les mangas sont publiés dans des éditions respectueuses de l'édition japonaise et avec les guidebooks qui sortent très vite aussi à côté. Donc je trouve ça vachement cool. Ce qui est marrant aussi, c'est que dans le manga tout court, dans le manga normal, en fait, il y a aussi des présentations des personnages par le mangaka. Moi, j'aime bien Tsuyu. Je trouve qu'elle est très très rigolote, en fait. La petite en forme de grenouille, en fait, qui a des pouvoirs, etc. Et voilà. En fait, il y a des coulisses. Le mangaka explique que ça faisait longtemps qu'il voulait créer un personnage aux airs de grenouille. Au départ, il avait plutôt prévu de faire un personnage masculin. Mais finalement, dans la classe, il y avait un manque de filles. Donc finalement, il en a fait un personnage féminin et il trouve que ça lui va bien. Et c'est vrai que le caractère du personnage, à la fois le côté grenouille et puis son caractère, on va dire, assez lucide sur les situations et très bien vu. Voilà, moi, ce que je trouve bien justement avec ce personnage-là, c'est qu'elle est très franche. Et ça tranche avec les autres personnalités qui font un peu plus japonaises, plus renfermées. Génial. Alors nous, on va continuer à suivre chaque semaine l'animé. Et justement, Morgane, c'est tous les quels jours ? C'est le samedi, en milieu de journée généralement. Parce qu'au Japon, ça passe en fait le samedi à 17h30 sur la chaîne Nippon Televi. Bye bye.